Voilà, il est 12h37 avec 7 petites minutes de retard, mais vous comprenez bien que l'actualité sociale nous mobilise aussi dans le direct. On va recevoir dans un instant, puisqu'ils sont déjà là, Madame Lauréla Rinson, bonjour. Bonjour Dani. Directrice du Mémorial AC, Jacques Bangou et Leslie Lopin. On va parler du SCOT. Jacques Bangou, on le connaît, il est vice-président de la commission aménagement de l'espace à Cap Excellence. Et Madame Leslie Lopin, directrice de l'urbanisme et de la cohérence territoriale. Un peu plus tard, on devrait recevoir Claude Edmond, le maire de la ville de Goubert, pour parler des questions d'eau à Goubert. Goubert, c'est le siège de CAPES, et pourtant, quelquefois, quand manquer de l'eau en bas, on va en parler. Nestor Bajou, le président de la mutualité française en Guadeloupe, sera aussi notre invité. Et on va terminer avec notre chronique juridique habituelle, avec Nathalie Jacobi-Coali, avec elle on va parler du droit de la manifestation dans les rues. Voilà un petit peu le sommaire. Sinon, la mobilisation continue, puisque nous étions tout à l'heure en direct. On va recevoir dans un instant Michel Irakel. Il est toujours en ligne? Pas encore. Réaction de M. Vial-Collet sur toutes ces mobilisations, le président de la CCI qui va être intronisé demain après-midi au World Trade Center. On fera un petit tour du côté de l'atelier de jardinage au collège du Rézé, puis on parlera de sensibilisation ou sécurité routière avec Max Morel. Voilà un peu le sommaire. Merci d'être avec nous. 12h38, c'est parti. Madame Rinson, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous reprenez après une longue tourmente, on peut dire. Hein. Oui, bonjour Dani, bonjour aux Guadeloupéens. Alors, je suis déjà revenue oui. Ici sur le plateau depuis la... Mais là, c'est la réouverture. Et là, c'est la réouverture du MACT, effectivement. Oui. Et le MACT a été fermé 8 mois. Alors, en plus, il y a eu, depuis mars 2020, quand même, cet épisode de Covid qui avait déjà causé certains moments de fermeture. Donc, c'est vrai qu'on est sur maintenant un temps long, un peu d'instabilité au MACT. Et avec cette réouverture, c'est un peu un MACT renaissant qu'on voudrait proposer aux Guadeloupéens. Le MACT qui résonne en nous, comme vous dites. Oui, alors à chaque année, on a essayé d'avoir une petite phrase qui un peu donne le ton de l'année. Hein. Et donc là, on va commencer avec celle de 2022, un peu plus tôt avec la réouverture, un peu avec la réouverture de la saison. Et donc le MACT résonne en chacun de nous. Et Hector Poulet m'a proposé une très jolie traduction créole. Ensemble nous qu'à songer, ensemble nous qu'à raisonner. D'accord. Alors, on revient au direct. Malheureusement, je vous l'ai dit, on va être souvent impacté par le direct. Alors, Michel, vous êtes avec nous? Est-ce qu'il est là? Michel? Il est en direct du CHU. Et puis, nous sommes au CHU pour faire un petit point sur ce 4e jour de grève. Et puis, nous allons voir comment ça se passe. Bien bonjour. Bien bonjour. Ah, c'est moi. Il faut tellement. Ah bon, d'accord. Ah, bien bonjour. Voilà. Alors, expliquez-moi un petit peu. Qui ça passé pour matin? Ça a fait 4 mois nous en mobilisation. 4 mois que nous avons marché tous les samedis. 4 mois que nous avons fait meeting. 4 mois que nous écrit président de la République française. Nous écrit Castex. Nous écrit Véran. Nous écrit préfet. Nous écrit l'ARS. Nous interpellons les parlementaires, les maires, conseil général, conseil régional pour ne pas lever nos digades. Nous déposer des préavis de grève. Nous mettons nous en grève. Pas monde pour lever nos digades, ni dans la fonction publique, ni dans le privé. Pas monde pas occuper de ça nous quasi. Donc si maintenant ça nous décider de prendre la rue là et de mettre nous volontairement la rue là pour nous payer vrai caillou nous. Et donc depuis lundi, nous commençons à faire un certain nombre de petits barrages de escarmouches et nous avons monté crescendo et nous avons assumé et nous avons dit encore, il n'est pas normal qu'il y ait un pays dit civilisé en 2021, qu'il y ait des travailleurs salariés, qu'il y ait chômeurs, qu'il y ait retraités, qu'il y ait peuple Guadeloupe, qui a manifesté en la rue, qui a dit très clairement à plus de 75%, qu'il n'y a pas d'accord avec la politique vaccinale, qu'il n'y a pas d'accord avec gestion à crise sanitaire, qui a demandé des comptes, notamment les paquets de morts
qu'il y a en Guadeloupe là, parce qu'elle n'a pas tenu soin pour Guadeloupéens, et que je dis la seule réponse à l'État français, c'est le mépris, c'est les intimidations et c'est la répression. Nous pas qu'à accepter ça. Il faut respecter travailleurs Guadeloupe, il faut respecter peuple Guadeloupe, il faut respecter Guadeloupéens. Il est hors de question que nous acceptions autant de mépris. Et donc c'est pour ça que nous commandons tout travailleur, nous commandons tout salarié, nous commandons tout chômeur, nous commandons tout retraité, nous commandons tout le monde qui est pris de justice et de liberté, de rejoindre les piquets de grève, de rejoindre les barrages, de mettre à disposition de façon à ce que nous racher négociations en l'air, ça travailler, peuple Guadeloupe commandé, jodi là. Nous ne pouvons pas subir mépris et indignité qu'on sent en pays là, ça n'est pas normal. Et donc nous allons lancer un appel à l'unité, à la solidarité et demander salariés, travailleurs, chômeurs, retraités, tout le monde, de rejoindre la lutte, qu'on y voulait, qu'on y paye, Jean y voulait, Jean y paye, de façon à ce que ces messieurs respectent nous. Et encore une fois, non. Nous pas mérité ça qui a passé là du tout. Et là nous attendons yo ka vinn dire nous les zones que on est 87% ou 90% de taux de vaccination à dans l'hôpital là, c'est faux, archi faux. Je dis là, si vous tiennent compte de ça, vous avez créé le statut vaccinal complet qui c'est au moins 2 doses plus son troisième à moins de 6 mois, et bien quasiment pas monde pas ni statut vaccinal complet. Or yo te ka dire que le statut vaccinal complet est censé protéger monde. Je dis là, la preuve est faite. C'est pas en politique sanitaire, c'est pas en politique de santé publique, c'est en politique qui est basée sur l'asservissement, sur la remise en cause des libertés, sur la soumission et sur le piétinement des droits et des libertés. Et donc c'est pour ça que nous, Guadeloupéens, il faut nous lever de bout. Tout partout nous, il faut nous lever de bout et porter contribution à nous, de façon à ce que nous fassions ces messieurs respecter un pays en nous quittant nous. Samedi, est-ce que vous allez continuer à faire ces meetings-là, pour l'instant, nous, en la rue là, nous décidons de prendre la rue là parce que c'est celles gens qui tiennent compte de nous. Nous marcher, nous parler, nous faire preuve de civilité, nous voyer courrier, nous faire vidéo, nous demander audience, nous téléphoner, nous voyer mail, nous voyer fax. Seule réponse à ces messieurs, c'était répression. Nous n'y plus d'une vingtaine de camarades dans nous qui sont condamnés à dans les piquets de grève. Nous n'y plusieurs camarades qui convoqués devant le tribunal. Tous les jours, ces messieurs qui interviennent sur les piquets de grève, qui foutent camarades dans nous, lacrymogène avec coup de matraque et hier encore, un médecin foncé sur un camarade à la CGTG, si on piqué. Ça a eu 2 semaines d'interruption de travail. Quoi vrai, mais c'est ça qui est arrivé aujourd'hui là. Et dans tout ça, pas de monde pas dire noyer. Dans qui pays au monde, même dans les dictatures les plus féroces, les gens qui manifestent, au moins ils peuvent recevoir, ils peuvent parler, ils ne peuvent pas parler de nous. Eh bien non, arrêtez de mépriser Guadeloupéens, nous pas chiens, nous payons pour rien. Merci Elie de Mota, Tchébéfort. Tchébéfort. Eh bien voilà, Danick, c'est le mot de M. Domota, représentant du LKP. Donc voilà, nous étions au CHU. Danick, je te rends l'antenne. Merci à Kevin. Merci Michel. On va te retrouver. Alors on revient vers vous, Madame. Baisse pas le son. Un retour sur le son. On revient vers vous, Madame Rinson. Alors, quelle va être la politique ces jours-ci pour le MAC? Désolé pour l'interruption, mais c'est les inconvénients du direct. Qu'est-ce que vous mettez en place pour les 6 mois qui viennent? Alors, on va lancer un grand chantier, le MAC en chantier, un grand chantier culturel qui répond un petit peu à la question posée par les artistes en avril quand ils se sont mobilisés et qu'ils s'interrogeaient sur le devenir du MAC. Les artistes ont remis ça dans le cadre d'une réflexion plus large sur les politiques culturelles en Guadeloupe. Et donc, à sa réouverture, le MAC est quand même une des institutions phares, une des institutions culturelles phares en Guadeloupe. Et donc, c'est important de s'interroger avec les artistes et avec tous les acteurs et les professionnels de la culture sur cette question des politiques culturelles. Mais on va le faire de plusieurs façons. Ce chantier, en fait, il va surtout concerner finalement tous les Guadeloupéens parce que notre souhait, c'est d'appeler chacun pendant ces 6 mois à contribuer en répondant à une question simple qu'on s'est posée dès juillet 2020 à l'occasion des 5 ans du MAC. Qu'est-ce que le MAC ? Qu'est-ce que le MAC pour chacun d'entre nous? Quel est son rôle dans la société? Qu'est-ce qu'on projette sur l'institution? Quelles sont ses missions?
et que en fait on ait cette longue réflexion en commun pour que à l'issue on puisse avoir une idée claire aussi de ce qu'on veut avec cette institution et de là où on veut aller. Je crois que après un moment comme ça, comme on le disait, un peu d'instabilité pour différentes raisons, le Covid, la crise de gouvernance, voilà, différentes raisons qui se sont succédées, c'est le moment aussi de faire le point entre nous et puis de répondre aussi finalement aux réticences de certains Guadeloupéens à venir au MACT. Ça, on ne peut pas se le cacher. Depuis l'ouverture, il y a eu une réception un peu variée. Il y a eu C'était la question du prix, peut-être, d'entrée. Pardon ? C'était peut-être la question du prix d'entrée. La question du tarif, je crois que ça demande une vraie réflexion. On a déjà soumis le sujet une première fois au conseil d'administration. On avait déjà fait un peu une petite réforme sur les tarifs. Mais je crois qu'il faut qu'on aille plus loin parce que ce qu'on avait pu vérifier au moment de Modèle Noir, quand on s'était permis au mois de décembre de cette campagne de promotion, on vous offre en décembre, on vous offre le MACT à 5 €. On avait pu se rendre compte quand même d'une croissance de la fréquentation assez exponentielle. Donc on était passé, Modèle Noir, les premiers mois étaient finalement pas tant visité que ça. On avait un nombre assez réduit de visiteurs par jour dans l'exposition. Et puis une fois qu'on a changé le tarif, là on est arrivé à 1500, 1600 visiteurs par jour pour les dernières semaines de présentation de l'exposition. Donc je crois que ce facteur-là, il faut vraiment qu'on le prenne en compte parce que le MACT, c'est une institution située. C'est une institution dans un environnement et dans un environnement économique. On ne peut pas s'aligner sur des tarifs d'institutions à Paris ou à New York. Il y a une question du panier de la ménagère. Il y a aussi cette pratique de visite en fait qu'on peut avoir en Guadeloupe. On va pas aller au musée seul, prendre son sac un dimanche où il pleut et aller au musée. En famille, voilà, on y va en famille et c'est ce qu'on avait remarqué quand on avait pu mettre le MACT à 5 €, c'est que les gens venaient à 6, 8. C'était vraiment des groupes et du coup il n'y a pas d'impact sur le chiffre d'affaires parce que ça peut être aussi une des réticences. Puisque quand on a une offre plus abordable, on multiplie les chiffres de fréquentation par 3, par 4. Alors, il y a une question qui s'est posée et qui se pose toujours, c'est la question de l'exposition permanente. Est-ce qu'elle sera permanente ou est-ce qu'elle sera non permanente désormais ? Alors, ça n'existe plus une exposition permanente dans aucun musée. Donc, on ne va pas réinventer ça en Guadeloupe, hein, le concept de l'exposition permanente. Les expositions évoluent en permanence, justement. Oui. Et nous, au MACT, la grande qualité de l'exposition permanente, c'est que c'est un concept, en fait, qui est développé sur 1700 mètres carrés. Et donc, on peut faire dialoguer d'autres perceptions. C'est une histoire extrêmement complexe qu'on ne peut pas aborder dans sa complexité, dans sa totalité sur 1700 mètres carrés. Et donc, du coup, il y a d'autres perceptions, d'autres voix, et notamment les artistes s'en font l'écho. Et on peut associer plusieurs perceptions dans l'exposition en la faisant évoluer de façon temporaire ou de façon un peu plus longue selon le temps en fait que de l'installation de l'artiste dans l'exposition. Donc ça, c'est vrai que c'est pas que c'est quelque chose qu'on a tenté dès juillet 2020, d'aller 5 ans avec l'installation de Philippe Tomarel, qu'on était en cours on faisait une seconde expérience avec Ronald Cyril. Bon, cette expérience a été avortée, mais on va la reprendre. Et en fait, nous, on a vraiment envie de permettre à la jeune création contemporaine d'entrer aussi dans l'exposition permanente, même de façon temporaire, éphémère, et de confronter, parce que tous ces artistes, ils créent la mémoire de cette histoire de l'esclavage. Elle est complètement inscrite dans leur processus de création. Et donc, chaque fois qu'on peut avoir des œuvres qui sont en relation avec toutes ces questions de transmission et de résonance de cette mémoire, elles ont leur place dans l'exposition permanente, même de façon temporaire.
Donc demain, c'est le 19. Oui. Quel va être le programme? Vous avez parlé tout à l'heure d'Hector Poulet, de la place du Créole. Comment ça va se mettre en place à partir de demain? Alors, ce qu'on propose demain, à partir de demain, c'est un week-end festif où de nombreux artistes vont venir en fait faire des performances et tout ça autour de la question du créole, parce que cette renaissance du MACT, on voudrait l'appuyer sur 5 piliers. Et le premier pilier, c'est le MACT en parole, et c'est la place de la langue créole dans nos processus de création, dans notre rapport au monde, et aussi dans ce qu'elle porte de notre mémoire historique. Donc le créole, nous, on a la chance en Guadeloupe de vivre avec deux langues. On est dans une dualité presque parfaite. On pense dans deux langues, on rêve dans deux langues, on crée dans deux langues. Et ces deux langues doivent être à égalité dans l'institution. Et nous, déjà, dans nos rapports professionnels, on utilise les deux langues totalement à égalité. Et le créole était déjà présent dans le MACT par des œuvres, par des textes, dans les catalogues. Et on veut renforcer en fait cette place du créole. Et Hector Poulet nous accompagne depuis le mois depuis en tout cas 2020, le mois de février 2020, avec cette nocturne où il propose 2 heures d'échange autour de la langue créole. Ça a commencé par des questions très très grammaticales, mais qui s'adressaient autant à des créolophones qu'à des non-créolophones. Et en réalité, on se rend compte que les participants sont des créolophones qui maîtrisent très très bien la langue créole, en fait. Et on apprend toujours énormément dans ces cours, parce que Hector a une façon, en fait, d'aborder des thématiques et d'avoir des invités. Donc, du coup, il va avoir plusieurs invités ce week-end. On va avoir donc le vendredi traditionnellement, où il va recevoir Lambert Félix Prudent, donc qui est un universitaire qui a travaillé toute sa carrière sur l'évolution du créole, la place du créole. Donc ils vont réfléchir à ça avec nous. Et puis dimanche, là, il y aura une table ronde avec un certain nombre d'invités autour de Jean-Claude Glandor, Félix Lurel, Marie-Gustave, qui sont des gens qui travaillent plus sur la question du jardin créole et donc qui vont réfléchir à ces questions-là avec Hector Poulet. Et autour de ça, on va avoir donc des comédiens qui vont intervenir dans l'exposition permanente avec des textes en créole, des petits extraits de pièces. On va avoir aussi des musiciens, des danseurs, parce que c'est aussi une autre façon pour nous aussi de vivre l'exposition permanente, c'est de la charger en fait avec notre patrimoine immatériel. Alors, comme Jacques Bangou est là, je vous pose la question vraiment juste pour vous embêter tous les deux. Le MAC remplace le CAC, le Centre d'action culturelle, le Centre des arts. Alors, qui répond d'abord? Non, ils sont complémentaires, on les a voulu complémentaires, ils seront complémentaires, et je pense que c'est notre force, notre ambition, c'est justement d'avoir un maximum d'outils qui permettent d'exprimer la vie culturelle et notre identité à travers justement un maximum d'outils. Il n'y en a pas un qui exclut l'autre. Je me permets simplement de dire qu'on voit bien qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans un objet qui est devenu très vivant, qui est le MACT, parce que, pour moi qui ai suivi un certain nombre d'étapes, on voit qu'on passe d'une étape d'inscription dans notre cadre, dans notre paysage, d'une volonté mémorielle, mais avec cet effet un peu figé et cette crainte que ça reste figé, avec tout ce qu'on peut avoir d'interprétation sur une image qui reste fixe, à quelque chose qui est tout à fait en construction, qui est en vie, et comme vient de dire Madame Resson, avec beaucoup de talent, qui permet justement aux acteurs d'aujourd'hui, aux acteurs de la culture d'aujourd'hui, de se construire, parce qu'aujourd'hui, les jeunes générations qui arrivent, ils ont dans leur gène, dans leur connaissance, dans leur structuration, et bien justement ces notions de mémoire et de notre histoire. Ça veut dire que le Centre des arts n'est pas mort? Non, pas du tout. Pour l'instant, la salle hier on le disait, la salle du mémorial, c'est quand même le lieu d'expression, on va le dire rapidement, mais c'est vrai. Et c'est pour ça que les deux institutions doivent effectivement se construire en synergie et se compléter sur ce territoire-là où elles sont très proches. Oui. Tout ne peut pas se faire au MACT. Oui. Et c'est vrai qu'il y a eu un peu cet effet où
où beaucoup de projets étaient proposés au MAC qui n'étaient pas forcément dans le cœur du sujet. Et donc la renaissance aussi du Centre des Arts va permettre à la vie culturelle pointoise de marcher sur ses deux pieds, parce que je crois que c'est comme ça qu'on peut le voir. Le MAC et le Centre des Arts sont vraiment deux institutions complémentaires qui peuvent structurer une vie culturelle et une politique culturelle avec à côté Sonis, Proto, le musée Schellcher. Il faut que tout ça se construise dans un bel équilibre et il faut qu'on puisse discuter ensemble en fait et mutualiser. Voilà, merci. 12h56, dans un instant on retrouve M. Bangou et Mme Lopin. On va parler du SCOT. Ça aussi c'est très important pour la Guadeloupe et pour le Cap Excellence. Le temps d'une pause et on se retrouve dans un instant. Voilà, il est exactement 13h04. Retour sur le plateau du ZCL. Je vous l'ai dit, on va recevoir M. Jacques Bangou, vice-président de la commission aménagement du territoire, et Mme Leslie Lopin, directrice de l'urbanisme de la cohérence du territorial, justement pour parler du schéma de cohérence territoriale. Qu'est-ce que c'est, Jacques Bangou, ce SCOT dont on parle? Oui, il faut sortir effectivement. Bonjour d'abord et merci de nous recevoir et bonjour aux téléspectateurs. Il faut sortir des appellations qui sont un peu techniques et comprendre vers où on va. Le SCOT, ça c'est schéma de cohérence territoriale. Oui. C'est un schéma qui maintenant qui se situe entre le SAR, c'est-à-dire ce que la région planifie pour l'ensemble du pays, et le plus ce que chaque commune planifie pour leur propre territoire. Et le SCOT va se situer à l'intermédiaire, mais c'est un schéma qui est absolument fondamental, de temps qu'il évolue avec la loi Elan, pour incorporer d'abord se rapprocher de ce qu'on appelle un plan territoire proposé par les élus, c'est-à-dire une route stratégique pour arriver au SCOT. Et puis maintenant, ça introduit toute l'action sur le littoral. Donc c'est pas simplement quel est l'habitat, où c'est qu'on va pouvoir bâtir, où c'est qu'on va pouvoir se déplacer. Mais c'est toute la partie de protection, de diminution de l'emprise du béton sur les territoires, c'est la capacité d'avoir un territoire résilient, etc. Donc ce SCOT, il est important, à la fois pour des raisons techniques, administratives. Tout le monde a eu besoin d'un permis de construire, on lui demande quel est le SCOT, etc. Mais c'est également pour tous les habitants du territoire, et je dirais même ça intéresse tous les Guadeloupéens quelque part, c'est de pouvoir se projeter. On se projette réglementairement sur 20 ans. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous ne parlons pas de l'actualité, ce qui se fera cette semaine, ce mois-ci, ce mandat, etc. Non, on se projette sur 20 ans et on demande à la population, on dit à tout le monde, mettons-nous ensemble pour voir, dans un cadre que nous avons défini, après une première enquête qui a été menée avec vous, quelles sont vos suggestions sur un certain nombre d'axes pour savoir comment on vivra à l'échelle 2040. Alors, Leslie Lopin, vous êtes directrice de l'urbanisme à Cap Excellence. Tous ces éléments vont vous revenir. Comment vous allez les réinterpréter pour leur donner vie? Bonjour à tous. Aujourd'hui, les élus ont défini une feuille de route. Donc, ils ont défini leur feuille de route à horizon 2040 sur ce qu'ils souhaitent pour leur territoire, l'aménagement du territoire de Cap Excellence. La concertation publique, c'est vraiment un exercice de démocratie, d'enjeu local fort. Et nous allons recueillir l'avis de la population au travers des ateliers de concertation où on va leur demander, sur la base de cette feuille de route que les élus ont décidée, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que c'est ce que vous voulez pour votre territoire? Est-ce qu'il faut modifier certaines choses? Donc, sur l'ensemble sur diverses thématiques. Pointe-à-Pitre, et Bémao, sur le territoire, le périmètre de Cap Excellence. Et par la suite, dès que cette concertation sera terminée, nous ferons un bilan de ce que la population a dit et a proposé, et nous les soumettrons aux élus de Cap Excellence au travers d'un débat où les élus auront connaissance des amendements que la population a souhaités sur cette feuille de route à horizon 2040, et ils décideront ensemble qu'est-ce qu'ils maintiennent et comment ils font évoluer cette feuille de route. Donc, la vie de la population est très importante à ce stade. Ça veut dire, je pose la question à vous deux, ça veut dire que le paysage urbain de Cap Excellence risque de changer d'ici 20 ans à peu près? Oui, parce qu'il y a des obligations qui se font jour. L'une des obligations est
l'occupation du territoire, l'aménagement du territoire. Est-ce qu'on va densifier et est-ce qu'on va mener des politiques qui permettent d'atteindre un chiffre ambitieux voulu par les élus de population sur l'ensemble du territoire? Et est-ce qu'on va maintenir des pôles de centralité très forts et permettre d'aménager les espaces entre les deux? Ou est-ce qu'on va, à l'autre bout des politiques possibles, laisser une diffusion se faire au fil de l'eau sans intervention publique, avec le risque de voir disparaître la nature et les qualités du territoire centre. Et donc, entre cela, il faut avoir d'abord une vision, se donner des objectifs et se donner les moyens réglementaires pour obtenir ces objectifs. Et c'est très important. Alors, je prends un exemple concret, la disparition des tours de gabbard. Ça rentrait dans le SCOT ou pas? Donc, la disparition des tours de gabbard, c'est un projet de renouvellement urbain. Aujourd'hui, l'objectif du SCOT, c'est de mettre de la cohérence. Oui. Donc, il y a plusieurs actions qui se passent sur le territoire. On a l'ANRU, on a Action Cœur de Ville, on a différents projets qui viennent modifier, mais on va parler de Pointe-à-Pitre, la vision que l'on a aujourd'hui de Pointe-à-Pitre, comme la démolition des tours gabbard. Oui. L'objectif du schéma de cohérence territoriale, c'est venir... tous ces projets, au lieu de mettre de la cohérence d'ensemble et pouvoir donner une vision, guider. Qu'est-ce que l'on veut demain pour Pointe-à-Pitre? Qu'est-ce que l'on veut demain au cœur de ville de Pointe-à-Pitre, sur le territoire des Abîmes, dans le secteur rural? Est-ce qu'on continue à construire de la maison individuelle qui aujourd'hui grignote le territoire, détruisent les paysages que nous avons, qui sont patrimoniaux? Et est-ce que l'objectif, c'est de continuer comme ça ou de venir mettre une vraie harmonie, une vraie cohérence et de préserver l'ensemble des schémas et avoir un équilibre entre l'aménagement du territoire et la préservation des espaces? Parce que, M. Bangou, vous étiez encore maire quand Pointe-à-Pitre a commencé sa rénovation urbaine. On a vu les quartiers de Henri IV, de Chanzy. De Chanzy. Et donc, tout ça, c'est cette cohérence que le SCOT indique un peu? Tout cela est en cohérence. Et bien entendu, la deuxième rénovation qui continue sur Pointe-à-Pitre, elle s'est inscrite en amont des réflexions que nous avons aujourd'hui pour le SCOT. Mais le SCOT, il montre quelle doit être la suite. Est-ce que, justement, on va continuer selon le même schéma? Est-ce qu'on va adapter ce schéma? Quelles sont, en termes d'habiter, quelles sont les volontés? Est-ce qu'on va tendre à éradiquer complètement partout sur le territoire de Cap l'habitat insalubre? Mais pas seulement. Est-ce que sur le point économique, on va renforcer ce qui fait l'axe, la colonne vertébrale de l'agglomération, qui est son activité économique, mais avec également l'ambition de faire qu'en quelques lieux, en quelques endroits de l'agglomération, on travaille dans des conditions qui ne soient pas dans des conditions indignes, qui soient dans des conditions modernes, avec des perspectives, des ambitions. Donc c'est sur tous ces schémas-là qu'on doit mettre ensemble, comment nous mettons à côté de la voiture et de la grande densité qu'il y a sur le territoire, des modes de déplacement doux, ce qu'on appelle des territoires vers des promenades vertes et bleues. Voilà. Et quelle est la place des équipements? On parlait tout à l'heure des équipements culturels. Est-ce qu'ils doivent être concentrés? Est-ce qu'ils doivent être diffus? Est-ce qu'il ne faut pas protéger, voire réinventer les modes de divertissement qui étaient ceux de nos aînés? Nos sénats, Zanik Men, c'est très important. Nos lacous, où il y avait une forme déjà de culture, d'échange, de loisirs. Est-ce qu'il ne faut pas les réinventer? Eh bien, avec toutes les idées qui vont être apportées par la population sur ces différents thèmes, nous allons essayer nous construirons un projet qui nous amènera dans les décennies à venir à construire un lieu où le cadre de vie qui a été mis comme objectif numéro 1 dans ce SCOT, le cadre de vie sera amélioré. Alors, une dernière question, peut-être à Mme Lopin. Ce territoire-là, particulièrement Pointe-à-Pitre, mais un petit peu aussi les Abîmes, il y a beaucoup de dents creuses. Est-ce que le SCOT tiendra compte aussi de ces éléments? Exactement. Le SCOT tient compte des dents creuses et du coup, en prolongation du SCOT, on fait aussi une élaboration de stratégie foncière pour tenir compte de ces dents creuses. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'objectif, c'est d'aller densifier toutes les dents creuses ou l'objectif est, comme les différents projets qu'on a avec Plus belle la rue à Pointe-à-Pitre, de redonner vie à ces dents creuses, d'apporter de la verdure et un poumon
verts dans les centres-bourgs. Donc il y a toute une politique et une stratégie au travers du schéma de cohérence territoriale pour pouvoir reconquérir ces dents creuses et avoir une nouvelle trajectoire du territoire de Cap-Excellence. Alors, Jacques Bangou, j'allais vous poser une dernière question quand même. Pointe-à-Pitre semble être la ville la plus designée, je veux dire, en ce moment. Beaucoup de murs de Pointe-à-Pitre sont décorés. Ça a commencé avec vous et oui, ça continue. Ça continue, mais il faut surtout citer un certain nombre d'artistes et dont l'un qui a été au cœur, je pense à Pacman, Oui, tout à fait, qui a Pacman, mobilisé le street art, l'art de rue à l'échelle internationale. Il a fait venir dans les rues de l'agglomération et particulièrement sur Pointe-à-Pitre pour que justement cet espace urbain serve de support à une expression artistique. Et Pointe-à-Pitre, et pas seulement Pointe-à-Pitre, l'agglomération entend bien se situer dans cette dynamique-là et que justement l'art urbain ait toute sa place et qu'on soit pionnier dans le monde dans ce domaine-là. Un dernier mot très rapidement. Les gens qui vous regardent et qui ont quelque chose à dire, comment ils pourront s'exprimer? Donc, la population est invitée à venir aux ateliers de concertation qui se tiendront du 19 novembre au 29 novembre, à partir de la semaine prochaine. Oui. Donc, ils peuvent se rendre déjà sur le site internet de Cap Excellence ou scot.capexcellence.net pour pouvoir avoir la programmation et pouvoir s'inscrire aux ateliers, soit en présentiel, soit en webinaire, avec un lien de connexion unique pour toutes les dates. Donc, nous attendons nombreux. Bien, on vous remercie tous les deux. On revient à l'actualité. 13h14, jour 4 de mobilisation. Harold était sur place. On regarde. Aujourd'hui, nous avons bloqué pour de multiples raisons. Alors, la première, nous ne sommes pas dans l'obligation de quoi que ce soit. Nous disons non à l'obligation vaccinale. Nous disons non à l'obligation au pass sanitaire. Nous disons également non qu'on ne frappe pas nos frères et sœurs. Nous ne pouvons pas tolérer que l'on frappe nos pompiers, nos frères. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, nous disons non aussi. Nous profitons pour pouvoir faire d'une pierre deux coups. Ça veut dire mettre en avant les problématiques de la ville du Gosier. Nous avons assisté aujourd'hui là à un véritable assassinat social à double titre. À double titre, dans le premier temps, les soignants et tous les camarades qui travaillent dans le secteur de la santé, ils suspendent simplement parce qu'ils font le choix de ne pas accepter l'ouverture vaccinale. Ça veut dire qu'ils ont retiré effectivement des manières de payer, de faire face à l'obligation à eux. Donc si ils n'ont pas au travail, si ils n'ont pas de salaire, ils ne peuvent pas payer crédit à eux, ils ne peuvent pas payer le loyer à eux, ils ne peuvent pas envoyer à l'école. C'est qui n'est pas acceptable. Et deuxième niveau à l'assassinat social là, c'est là où on voit que finalement c'est même les gens qui sont soignants, qui doivent justement à côté les gens qui méritent soins. Pour ça, quand même, en Guadeloupe, il y a près de 150 personnes qui ont souffert des pathologies, tension, diabète, toute qualité de mais ils ont besoin les soignants justement pour être à côté à eux pour bailler sur ça. Et bien là, on retire le travail, c'est autant de monde qu'on a mis en difficulté. C'est pourquoi on a dit un assassinat social qui est organisé par l'État français et par tout le monde. Et aujourd'hui, là, c'est une réponse qu'on a apportée par la direction pour dire, eh bien, comme on a commencé à voyer courrier pour suspendre le monde, mis en simulation à suspension pour garder qui établissement au retourner. Et dès ça, c'est réponse pour Modernux. Comme il mentit pour dire comme ça que près de 80% de vaccinés ici, eh bien, nous avons une réponse là, là. Il faut savoir là, il faut la population sache là, ni plus de 70% de personnel qui ne sont pas vaccinés ici. Ben, écoutez, moi personnellement, en tant que contractuel déjà, j'ai un contrat de 1 mois tous les mois et je me pose encore la question à savoir pourquoi je serais partie prenante pour prendre ce vaccin, parce que là, je serais sur les premières, parmi les premières à prendre le vaccin, alors que je ne sais pas ce qui peut m'arriver demain ou après-demain. Vous voyez, c'est un contrat de mois, donc on peut me suspendre à tout moment. Donc je ne suis pas pressée du tout à prendre ce vaccin et en plus à savoir tout ce qui se passe autour, tout ce qu'on a comme information. Donc moi je ne suis pas du tout prête pour l'instant à prendre ce vaccin. Après on verra, si vraiment je n'ai pas le choix, bon je verrai, mais pour l'instant je reste sous ma réserve. Voilà, si demain que
président, le nouveau qui est à la fois l'ancien président de la CCIJ va être honoré, va être entré dans ses fonctions. Mais en attendant, Pratique Vialcolé, qui est le nouvel élu théoriquement à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guadeloupe, bien qu'il y ait encore des recours, mais enfin, on y reviendra à l'occasion, s'est exprimé sur les mobilisations au micro de Maxime Morel. C'est compliqué pour les chefs d'entreprise. Les Guadeloupéens s'interrogent sur l'avenir du pays, où on va, quel message pour la jeunesse. Finalement, c'est quand même compliqué ce qu'on vit après 2 ans de crise sanitaire. Jamais j'aurais pu imaginer qu'on choisisse cet instant au moment du redémarrage de l'économie pour finalement tout bloquer, avoir des paroles qui sont complètement dingues, hein, je le dis franchement. J'entends pont touriste, pays vinicident, touriste foucant. Enfin, le touriste, c'est simplement quelqu'un qui nous amène un peu d'activité. Contrairement à ce qu'on a dit, lorsque les touristes sont arrivés, il n'y a pas eu de propagation du virus, pour une raison simple que chacun peut comprendre. C'est que finalement, ils sont entre eux et ils sont beaucoup moins conviviaux et organisent beaucoup moins de fêtes les uns avec les autres. Donc voilà, on vit un moment particulier. J'espère que ça va se terminer. J'espère qu'on pourra reprendre une vie normale. Voilà, c'est tout ce qu'on aspire. Et les commerçants et les chefs d'entreprise, en règle générale, commencent à se... J'ai envie de dire, le moral est en train d'en prendre un sacré coup. Voilà, et 13h19, on reçoit entre-temps Claude Edmond, le maire de Goubert. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs de la Guadeloupe et singulièrement de Goubert. Nestor Bajo, président de la Mutualité française de Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. Longtemps qu'on n'avait pas vu, bien content de vous revoir. Et notre chroniqueuse juridique habituelle, Nathalie. Justement, on va rebondir sur l'actualité avant de venir à la politique et à la mutualité. La liberté de manifestation et d'entrave à la circulation, c'est de ce qu'on va parler. Générique, c'est parti. Bon, alors, le générique n'est pas prêt. Pour l'instant, Nathalie, la liberté de manifestation, théoriquement, c'est un droit. Tout à fait. Il s'agit même d'un droit constitutionnel. Il est prévu à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cet article énonce clairement la liberté de pouvoir manifester ses opinions, mais cette manifestation ne doit pas troubler l'ordre public établi par la loi. Donc cet article prévoit que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. En général, c'est vraiment un aphorisme parce qu'en général, elle trouble toujours l'ordre public. Alors la liberté de manifestation est-elle encadrée justement ? Tout à fait. Elle est soumise à un régime de déclaration préalable, à savoir que selon l'article L.211-1 du Code de la sécurité intérieure, tout rassemblement de personnes et toute manifestation sur la voie publique sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, 3 jours francs au moins et 15 jours francs au plus tard avant la date de la manifestation. Tout à l'heure, on posera la question au maire de Goubert. Alors, quoi doit indiquer cette déclaration préalable ? Alors, la déclaration doit indiquer le nom et domicile des organisateurs et elle doit être signée par 3 d'entre eux faisant élection de domicile dans le département. En outre, elle doit indiquer le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement, des groupements invités à y prendre part et s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. Puis, l'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. Oui, mais alors, ça arrive quand même qu'on interdise une manifestation. À quel moment ? Tout à fait. Donc, il peut arriver que l'autorité qui doit donner cette autorisation décide justement de ne pas y faire droit. Donc, si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté, qu'elle notifie immédiatement au signataire de la déclaration au domicile élu. Le maire ensuite le transmet dans les 24 heures, la déclaration au représentant de l'État dans le département. Il y joint le cas échéant une copie de son arrêté d'interdiction. Et si le maire compétent pour prendre l'arrêté d'interdiction ne le fait pas, il s'est abstenu, le représentant de l'État dans le département peut
y pourvoir dans les conditions prévues par l'article L.2215-1 du Code général des collectivités territoriales. Alors, si vraiment l'actualité aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de faire un barrage, d'entraver la circulation? Légalement, non. Parce qu'en fait, on est tous usagers de la route. Donc Oui. la route ne nous appartient pas, on n'est pas dans le domaine privé. Par exemple, si il s'agit, admettons, on a son titre de propriété et que sur notre titre de propriété, il indique qu'il n'y a pas de droit de passage, on a le droit là d'entraver un domaine privé. Mais là, on est dans le domaine public. Donc il s'agit d'un délit routier qui est prévu à l'article L.412-1 du Code de la route. Donc on n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'on appelle donc vraiment entrave à la circulation? Donc l'entrave à la circulation est le fait d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer sur une route ouverte à la circulation publique un objet faisant obstacle au passage des véhicules, ou d'employer ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut voir comme sanction dans ces cas-là? Alors, le Code de la route prévoit différents types de sanctions. Donc, elle prévoit un emprisonnement de 2 ans et une amende de 4 500 €, le retrait de 6 points de permis, une peine de suspension de permis pouvant aller jusqu'à 3 ans et l'immobilisation ou la remise en fourrière du véhicule constituant l'obstacle à la circulation. J'espère que les fourrières seront assez grandes pour accueillir tous les barreurs en ce moment. Il est 13h24, on prend la deuxième pause. On te remercie, Nathalie, pour ces précisions. Je signale que le préfet de la Guadeloupe, M. Rochat, hier, a sorti un communiqué, justement, reprenant un petit peu ce qui a été dit sur l'entrave à la circulation, puisque, semble-t-il, les manifestants n'ont pas fait demande de... Préalable. Voilà, justement, ni à la préfecture, ni aux mairies, mais enfin, toutes les mairies sont impactées aujourd'hui. On en parlera dans un instant. On prend la deuxième pause, on se retrouve tout à l'heure avec le maire de Gourbert. Il est exactement 13h35. Je vous l'ai dit, on va recevoir successivement Nestor Bajeux, qui est le président de la mutualité française en Guadeloupe, et ensuite le maire de Gourbert, M. Claude Edmond, avec qui nous allons parler du problème de l'eau, entre autres, à Gourbert. Et en Guadeloupe d'une manière générale. Alors, Nestor Bajeux, vous étiez venu l'année dernière parler de ce qu'on appelle le 100% santé. Vous aviez promis de revenir un peu pour établir une sorte de bilan de ce dispositif. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce qu'est ce 100% santé? Alors, le 100% santé, que l'on appelle aussi le reste à charge zéro, est né d'un constat. 17% des Français renoncent aux soins dentaires, optiques ou audioprothétiques pour des raisons financières, alors qu'ils ont la sécurité sociale, et 95% d'entre eux ont aussi une mutuelle. Oui. Donc, ils renoncent ou renvoient plus tard ces soins pour des raisons de reste à charge trop important. Oui. C'est-à-dire, après que la mutuelle est payée, que la sécurité sociale est payée, ils doivent encore avancer. Alors, on a réfléchi à un dispositif qui permettrait, à une solution qui permettrait de soulager le reste à charge des citoyens pour leur faciliter l'accès aux soins. Et c'est ainsi qu'est née l'idée du reste à charge zéro que la mutualité a promu et qui ensuite a été reprise par les candidats à l'élection présidentielle, en l'occurrence l'actuel président, M. Macron, qui l'a rebaptisé 100% santé. Donc très rapidement, comment ça fonctionne pour les gens qui découvriraient le reste à charge en ce moment? Alors, c'est un dispositif qui a été mis en place grâce à un accord à l'initiative du gouvernement, à l'initiative du ministre de la Santé. C'est un accord entre les financeurs, c'est-à-dire la sécurité sociale et les mutuelles, et les professionnels de santé dans le domaine de l'optique, donc les yeux, du dentaire, la bouche, et de l'audioprothèse, les oreilles. Alors, ce dispositif vise à proposer des paniers de soins à chaque citoyen, pas forcément au moins
aux plus démunis. Hein. C'est un dispositif qui s'adresse à l'ensemble de la population, simplement via un panier de soins qui contient, par exemple en matière optique, des lunettes, des montures à 30 €, toute une série, à peu près 32, mais à côté des verres d'excellente qualité, hein, avec amincissement, anti-reflet, durcissement pour éviter les bruits. Alors, est-ce que ce dispositif fonctionne? Est-ce que les engagements sont souvent respectés dans ce reste à charge d'une manière générale? Alors, bien sûr, on a demandé à la sécurité sociale, à l'assurance maladie obligatoire et aux mutuelles un effort financier pour mieux rembourser. Et on peut dire que la sécurité sociale a joué le jeu puisqu'elle a amélioré substantiellement sa prise en charge. Hein. On a demandé aux mutuelles des efforts incommensurables, hein, puisque c'est elles qui supportent l'essentiel du poids de l'amélioration prestataire en matière de prise en charge optique, dentaire et audioprothèse. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, en matière dentaire, en matière d'audioprothèse. Ça fonctionne moins bien en matière optique, puisque l'on a observé que les professionnels de l'optique ne joueraient pas forcément le jeu et ne faisaient pas la promotion du reste à charge zéro, du panier de soins que je viens de vous décrire, les lunettes à bon prix, plus les verres. Alors que le gouvernement a prévu, l'accord prévoit ce que l'on appelle le panachage, c'est-à-dire la possibilité de choisir un peu dans le panier de soins RAC 0, un panier de soins 100% santé, et par exemple, vous pouvez prendre les lunettes, enfin les verres, et avec bonne correction, amincissement, anti-reflet, et par contre, ne pas prendre la monture à 30 €, lui préférer une monture à 150 €, mais à ce moment-là, vous payez la différence. Voilà. Oui. Alors, de votre point de vue, c'est la dernière question, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer tout ça? Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le reste à charge zéro en matière dentaire et en matière d'audioprothèse rencontre un très vif succès. Oui. Et même qu'on a sous-estimé les attentes des Français en la matière, au point où aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher à l'assurance maladie, beaucoup plus cher que prévu à l'assurance maladie, ça coûte beaucoup plus cher aux mutuelles, et on estime ce que l'on devra dépenser en plus côté mutuel à 280 millions. Voilà. Bon, ben, j'espère que nos téléspectateurs ont bien compris. S'il faudra revenir là-dessus, ce ne sera jamais de trop, hein, parce que je pense que c'est un dispositif qui intéresse beaucoup de citoyens, beaucoup de Guadeloupéens et les gens qui nous regardent. Ce dispositif se reste à charge. Alors, pour conclure ce petit passage de la mutualité, on va regarder tout de suite une petite vidéo qui fait bien plaisir. C'est la vidéo sur les remèdes rasiers que nous avons là. On jette un coup d'œil, il est 13h41 et dans un instant, on rejoint le maire de Gourbert. Remède rasier, comme son nom l'indique, c'est aller chercher remède en rasier. Si vous parlez français, c'est la phytothérapie. Phytothérapie, ni ça en tout pays. Ah bien, les personnes qui utilisent les remèdes rasiers le font pour plusieurs raisons. Parce que quand on estime, par exemple, que ce dont on souffre, c'est pas grand-chose, alors vitement pressé là comme ça dans son jardin, on prend un brin de citronnelle, on prend basilic, on prend TPI, on fait une infusion et on se soigne. Parce qu'on a toujours vu faire ça dans la famille. Il y a des gens aussi qui font ça parce qu'il y a une méfiance vis-à-vis de la médecine conventionnelle, des médicaments dits chimiques, mais les remèdes rasiers là, ils chimiques aussi. Hein? La précaution avec remède rasier, même si c'est un butin naturel, gardez le bon sens. Si ou pas connaître li, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît la botanique. Donc, il faut certain de la détermination botanique. Si ou pas certain, pas toucher. Soit on a l'information précise
parce que famille a bien connaître les remèdes rasiers, soit ou pas né, ou bien ou voulez en assurance, eh bien il y a des associations en Guadeloupe. Je pense à l'association Tramil, qui est avec des botanistes, des chimistes, des pharmacologues, des ethnologues, qui ont mené les gens sur le terrain et qui ont montré deux remèdes rasiers qui semblent et qui ont les moyens de faire la différence entre les deux. Yo dit domino pas qu'à battre en pangal, eh bien moi en cas dit remède rasier pas qu'à boire en pangal. Yo dit qu'on ça servi avec petit bon maman dévaillé. Yo dit qu'on ça prend thé à sonnette. Eh bien qu'à arrivé thé à sonnette ni 3 petits monde qui mort dans les années 50 vers les grands fonds et petit bon maman dévaillé ti non petit monde qui mort à pas ici dans à pas en Guadeloupe. Une plante par exemple une fois comme ça ne va rien faire, mais un usage répété va poser des difficultés. Et avec le corosol, qui est une plante tout à fait banale, on a décrit un Parkinson antillais. Les graines de carapate, que tout le monde connaît quand on fait de l'huile carapate pour les cheveux ou pour les frottements, eh bien, une petite fille s'est retrouvée aux urgences parce qu'elle a mâchouillé des graines de carapate. Et les exemples sont ainsi nombreux. Voilà, 13h44, on va quitter les remèdes rasiers, on va venir vers la commune de Goubert où il y a bien sûr beaucoup de remèdes rasiers dans le territoire même. Bonjour monsieur Edmond, Claude Edmond. Bonjour Danick, bonjour aux Goubériens et la Guadeloupe. Alors, première question que je vais vous poser, comment se porte votre commune? Puisque hier, on parlait d'une commune de la Guadeloupe qui est en grande difficulté financière. Comment se porte votre commune? Financièrement parlant, bien sûr. Oui, bien évidemment. C'est une commune qui se porte bien par rapport à la globalité des communes en Guadeloupe, qui est quelquefois en équilibre, voire déficitaire, mais on a des comptes équilibrés aujourd'hui. Après, je dis toujours, il y a de la mauvaise graisse et de la bonne graisse. Après, il y a un déficit qui est lié à l'investissement qui se projette sur l'avenir, qui peut être bénéfique pour une commune. Mais malheureusement, en Guadeloupe, les déficits portent sur le fonctionnement, notamment les charges du personnel. Donc c'est le résultat, on va voir comme l'eau du clientélisme. Et on perd content. Que vous gérez, c'est un mauvais héritage que vous Moi, gérez. ce que j'ai trouvé, c'est des agents qui étaient, mon cas, contractuels. Et je pense qu'on est au même titre que la santé. Il y a cette politique de protection sociale complémentaire avec la prévoyance et aujourd'hui obligatoire pour les communes, la mutuelle qui est prise en compte à moitié par la commune et l'employé. Également, c'est aussi donner de la stabilité, de l'horizon à nos jeunes, à nos Guadeloupéens en termes professionnels, sociaux, en les titularisant. Pas parce que c'est le cœur qui parle, certainement, j'en ai un cœur, mais aussi la raison, c'est-à-dire financièrement, un contractuel vous coûte, ça peut pas être paradoxal, plus cher qu'un titulaire parce que vous avez aussi des primes à la précarité, vous avez aussi surtout les cotisations qui sont sociales, qui sont plus chères. Voilà, donc c'est tous ces éléments qu'on prend en compte et vous donnez une certaine liberté aussi à l'agent dans son travail, dans son épanouissement, le titularisant. Donc on travaille sur ça également depuis, ça sera la 2e année à partir on a commencé en janvier 2021, encore cette année, chaque année, on va titulariser des agents qui sont là depuis des années, qui ont un besoin permanent et c'est aussi pour leur motiver davantage dans leur métier, par la formation, mais aussi leur dire que nous comptons sur eux, mais leur récompenser du travail effectué. Donc, il faut donner de la dignité aux gens. Ça passe par... il a cette capacité, j'ai presque envie de vous dire non. Il ne faut pas aucun pays, donc électoralement. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens de respect de l'autre, de dignité et aussi de partenariat entre employeurs et employés. Donc le contexte aujourd'hui n'y prête pas, mais il faut sortir par le haut et montrer que qui crée la richesse, ce sont les employés. Donc c'est aussi ça qu'il faut avoir un nouveau discours en matière de dialogue social et aussi ne pas se plaire aussi dans notre passé d'opprimés.
Donc on peut avoir aussi des hommes qui ont une vision de son territoire et qui créent de la richesse. Alors, il y a deux questions que j'ai envie de vous poser. D'abord, très rapidement, pourquoi vous n'êtes pas au Congrès des maires? Parce que la plupart des élus aujourd'hui ont pris l'avion et sont là-bas. À moi, non, je dis même en tant que professionnel, vous savez, où je travaille, oui. Et en tant que maire, j'ai tout fait, je suis un peu le contre-exemple, tout fait pour ne pas y aller. J'ai toujours pensé qu'en y allant, c'est plus la représentation et je préfère m'abonner à Courrier du maire où j'apprends plus que y aller parce que c'est coûteux et j'ai jamais vu d'agents de politiques faire de rapport à leur sortie. Moi, j'invite les gens à faire un abonnement qui coûte peut-être 120 € l'année et qui apprendra plus sur l'environnement territorial que d'aller à Paris. Peut-être aussi parce que j'ai vécu suffisamment de temps, mais je ne vois pas l'intérêt, à titre personnel. Le gouvernement n'est pas représenté, vous voulez me dire? Oui. Ah, quand même. Ouais, non, mais le billet a été payé par l'association des maires de France, voilà, pas par la ville. On en profite. Alors, l'autre problématique de Goubert, c'est que Goubert, c'est quand même une ville d'eau et les gens souffrent de manque d'eau à Goubert. Ça, c'est incompréhensible. On a la matière première et on n'a pas de l'eau. C'est les insuffisances du passé. Je dis c'est notre héritage. Nous sommes de nouveaux maires et nous assumons cet héritage. Et on a un réseau qui est vétuste, avec énormément de fuites. On a fait un inventaire, on a sur Goubert 64 fuites. On a un plan de réparation avec le conseil départemental, que je salue l'initiative, pour réparer ces fuites depuis le mois de septembre, 3 mois, peut-être un peu plus, avec aussi, dans le cadre du plan de relance, on a aussi la moitié des équipements hydrauliques, c'est les ventouses, les stabilisateurs qu'il faudrait remplacer. Donc, ça qui montre l'état du réseau. Donc, ça pose un problème de distribution en aval. Mais il y a aussi un problème de qualité aussi. Oui, avec les pesticides, c'est notre héritage aussi. C'est les pesticides utilisés dans les plantations il y a 50-60 ans. Ce sont nos parents. Beaucoup sont décédés, mais qui ne savaient pas toujours le motif de leur décès, quelquefois prématuré. Des manques de transparence et aussi de connaissances à cette période. Mais aussi, je parlais de distribution de l'eau, mais on a constaté ces jours-ci, c'est vrai qu'il fait peut-être frais, mais il ne pleut pas, à part ces derniers jours. Donc, on a énormément construit en Guadeloupe sous les 20 dernières années, mais on a toujours les mêmes réservoirs. On n'a pas multiplié les réservoirs, les hôtels d'eau. Donc, vous avez aujourd'hui, en amont, des réservoirs sous-dimensionnés et qui sont aussi vétustes. Donc, il y a des travaux qui doivent être réalisés. Mais, vous avez compris, c'est des gros investissements. On a mis sur la table le montant pour toute la Guadeloupe. C'est eau et assainissement, c'est quasiment 1 milliard d'euros. Pour Goubert, ce serait quoi à peu près? On a mis 7 km sur Goubert. Il faudrait au moins 50 à 80 millions s'il faut tout changer. Ça veut dire que le Goubérien n'est pas prêt à avoir de l'eau courante, de qualité. C'est la Guadeloupe. C'est l'ambition du syndicat. Oui, donc, justement. C'est l'ambition du syndicat. Donc, aujourd'hui, on a nommé un président et un conseil d'administration. Moi, je trouve l'élément important, c'est le directeur général qui a le vrai pouvoir. Et parce que le président va présider, mais les nominations... l'organisation, le management, il faut voir aussi qu'on aura des corps de métiers différents, mais aussi des cultures professionnelles complètement différentes, des gens qui sortent du privé. On a aujourd'hui, même à la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes, des fonctionnaires, mais aussi des gens qui viennent de la Générale des Eaux, qui avaient des conditions de travail bien meilleures qu'un fonctionnaire. Pour ceux qui vilipendent un fonctionnaire. Voilà. Donc, c'est aussi ça. Donc, celui qui sera demain directeur général du syndicat doit être un vrai manager, doit avoir une vision du territoire, mais aussi la technicité. Donc, voilà, c'est tout cela. Donc, c'est une ambition forte pour résoudre ça, mais je dis pas dans l'immédiat. Je pense qu'il faut avoir des années, même si on avait les 1 milliard, le temps de lancer les marchés publics pour éviter d'être à
pas Morneverguin, voilà. Morneverguin, bien ça. Voilà, non, je parlais de la police judiciaire. Oui, et, voilà. Donc, c'est aussi ça. Donc, nous sommes dans un état de droit. Il faut respecter le code de la commande publique. Donc, ça prendra du temps, le temps de lancer les marchés, d'avoir les entreprises. On n'a peut-être pas suffisamment en Guadeloupe pour répondre à ces marchés et aussi lancer ces travaux. Donc, ça prendra du temps, mais dans l'immédiat, si je prends Gourbert, c'est les réparations des fuites d'eau qui se font. Je vois à Galéan, à Champfleury, que je passe quasiment tous les jours. Donc, les travaux sont faits sur les réseaux. Ça, c'est en aval. Oui. En amont, c'est le problème de réservoir. Quand on a une petite sécheresse ou quelques jours, on a des réservoirs qui ont 1,5 litre de niveau, alors qu'il faudrait minima de 2,5 litres. Donc, c'est aussi ça, cette réalité, et qu'il faut combiner. Donc, ça, il faut de la patience. C'est dur à entendre. C'est notre, je dis très souvent, quand c'est un héritage familial, on peut renoncer à l'héritage, mais là, on a ramassé le pouvoir et on doit l'exercer pendant le temps de la mandature et ça prendra le temps qu'il faut. Mais il y a la bonne volonté, il y a la compétence et je pense aussi que le rôle que joue le citoyen aussi, on est aussi dans une période de réseaux sociaux. Oui. On a hier et avant-hier les mêmes difficultés, mais les gens s'exprimaient moins, il y avait moins de transparence. Donc quand on entend, moi je vois aussi ces revendications citoyennes aussi comme une démocratie qui vit, hein, donc, et qui nous met en face de nos responsabilités. Mais il faut on va développer à partir de demain des réunions de quartier pour faire de la pédagogie, expliquer l'ampleur du chantier. Ça ne va pas se faire sur une semaine, mais qu'on travaille avec beaucoup de sérieux et qu'on est appliqué dans ce devoir de donner de l'eau, mais aussi, comme vous l'avez dit, de qualité. Alors, on voit que la Guadeloupe vit une crise en ce moment sociale assez importante, avec des barrages un peu partout. On en parlait tout à l'heure du point de vue juridique. Quel est votre sentiment sur ce qui se passe au niveau social en Guadeloupe aujourd'hui? Moi, j'ai toujours pensé les avancées sociales ou la démocratie sociale se fait avec des conflits. Hein. L'histoire de France, si vous voyez les événements de 1936 en France, les congés payés, voilà. Donc, qui a négocié? Mai 68. Ou mai 68 en Guadeloupe, si vous commencez historiquement. Mais qui négociait à la fin? C'était le patronat hein, qui voyait, avec les syndicats, parce qu'à un certain moment, on arrive à la raison l'emporte. Mais la difficulté en Guadeloupe, c'est le manque de dialogue social, c'est le rapport politique qui n'est pas domicilié, c'est nous, élus locaux, nous sentons un peu impuissants parce que on exerce... Tout le pouvoir appartient au préfet, c'est-à-dire que les élus locaux n'ont pas la possibilité de, comme on dit, de monter au créneau. Ça se fait pareil en France. Hein. Regardez les Bretons, les Normands, quand ils manifestent. À une certaine époque, les paysans entraient dans le ministère de l'écologie et qui cassaient tout. Voilà, donc la France est une population très, très révolutionnaire. Donc la Guadeloupe aussi a... Jacobine. Oui, et la Guadeloupe a cette tendance aussi à monter vite, crescendo dans les conflits, mais... J'ai fait des études en France, mais mon exemple, c'est l'Europe du Nord, le centre du dialogue, ou que j'essaye de mettre en place à Gobert. Hein. Toujours anticiper sur les conflits, toujours avoir un dialogue permanent. Ne pas attendre un conflit, mais anticiper. C'est ça aussi, l'homme d'État, c'est maintenir ce lien en permanence avec sa population. Mais je sens beaucoup le poids de notre histoire qui joue sur nous et qu'on a du mal à se parler, à dialoguer en permanence et qu'il faut peut-être aussi avoir un autre sens de la coopération sociale. Il n'y a pas d'argent suspendu chez vous? Non, c'est... On dit... C'est bien de poser... C'est dans l'air du temps. Hein. C'est bien de poser la question et j'expliquais quelquefois même aux syndicats qui posaient la question, est-ce qu'on va suspendre, notamment dans les équipements culturels et sportifs. Voilà. C'est-à-dire que vous avez des maires qui font un travail souterrain. Et je comparais ça à la résistance en France à un certain moment, pendant la guerre. Il y avait ceux qui prenaient des armes
on voyait qui étaient visibles, ostentatoires, et d'autres qui déraillaient les trains, mais qui empêchaient le départ de personnes vers Auschwitz ou ailleurs. Et c'est aussi ça, c'est-à-dire la résistance n'est pas seulement dans la rue, à crier, à faire des barrages, mais vous avez des maires qui font leur job quotidiennement, qui supplantent quelquefois la défaillance de l'État, parce que la mise en œuvre de toutes ces mesures sociales, ça revient à la proximité, donc au maire, mais aussi, est-ce que vous avez entendu aujourd'hui un maire suspendre un agent? On a suffisamment de cordes, d'habilité, que je dis qui n'est pas interdit, pour faire en sorte que tous les agents soient réaffectés et aussi qu'ils soient payés. Hein. Donc, on a chevillé au corps aussi ce sens du dialogue social et qui fait que dans ces communes aujourd'hui, on n'a pas entendu d'agents suspendus. Donc, c'est ce travail de l'ombre que font les maires. Et je dis très souvent, il y avait quelqu'un qui disait, Feu Eugène et Moujotte, qui disait à la grande époque de TF1, tout ce que nous ne montrons pas n'existe pas. Oui. Donc c'est le fait qu'on ne dit pas tout ce qu'on fait, et on le fait au quotidien, je ne dirais pas dans le secret, oui. Ça ne veut pas dire que les maires ne travaillent pas. Moi, je ne suis pas amené à dire tout ce que je fais à votre émission à 12h30. Hein. Quand même, il faut un petit peu de transparence, quand même, avouez-le. Non, je parle de l'efficacité des actes. Donc, voilà, ça, c'est-à-dire, comme on dit, le au fond bitin avant, mais l'autre main, il n'a pas de savent. Donc, c'est aussi ce travail. Il faut dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Oui. Mais quelquefois, celui qui ne sait pas se taire n'est pas digne de gouverner. Alors, donc, c'est aussi... très rapidement, on va conclure là-dessus. Il y a un grand projet dont on parle depuis longtemps qui peut-être va intéresser les Guadeloupéens, peut-être les personnes âgées. Dolé-les-Bains, l'hôtel de Dolé qui avait été... On connaît son histoire à l'époque du père Pita. Est-ce que ce projet-là, finalement, un jour, il verra le jour réellement et les gens qui sont dans les mutuelles de M. Bajou pourront venir justement se reposer à Dolé-les-Bains? Ça nous évitera de partir ailleurs. C'est un projet qu'on nous a présenté les protagonistes, hein, oui. Notamment le fils Pita, Jean-Claude, avec tout son staff, mais qui est dans les cartons. La seule difficulté, c'était le problème d'assainissement qui est en train de se régler. Pas le problème foncier. Non, tout est réglé. C'est le problème d'assainissement qu'on pensait qu'il pourrait être porté par la communauté d'agglomération, mais qu'avec des aides, notamment européennes, qui sera portée par la maison Pita. Oui. Mais c'est un projet qu'on attend. Il verra le jour. Je suis persuadé. Alors, ce qui il y a la volonté politique déjà. C'est le cinéma qui était prévu à Goubert. Finalement, c'est une histoire qui est classée définitivement. Non. Le complexe cinématographique. Non, vous voyez, il y a des choses que je dis, je ne peux pas vous dire sur le plateau. Voilà, voilà donc c'est comme... C'est secret défense. Voilà, c'est presque ça. Donc, non, c'est-à-dire quand vous êtes dans les négociations, vous ne pouvez pas tout dire. Hein, oui. Voilà, ça montre un peu d'amateurisme. Mais c'est aussi une décision. Regardez, les décisions qui sont prises à Paris. On nous dit qu'on ne peut pas construire ce projet à Goubert parce que vous avez Bastia Cœur de Ville qui est un projet de cinéma, mais il y a peu de chances mais qui a peu de chance qui a peu de chance de se réaliser parce qu'il y a pas il y a peu de chance parce qu'on a promis 4 à 6 salles, mais maintenant on nous demande le local qui est à côté de la médiathèque. Voilà, donc vous voyez, ça ne peut pas se faire. Donc, on a fait de belles promesses. Donc, Goubert reprend la main. Non, mais soyons patients. Oui. Donc, pour vous dire la difficulté aussi, en même temps, pour ne pas faire concurrence à Bastia, Cœur de Ville, financé par l'État ne veut pas se tirer une balle dans le pied, on autorise à quelques encablures un cinéma à Bémaro. Donc, c'est tout le problème de l'équilibre du territoire. Donc, c'est aussi l'enjeu quand des décisions... J'y étais à Paris pour défendre ce dossier. Oui, quand les décisions sont décidées à Paris par des personnes qui ne connaissent pas le territoire. Donc, c'est terrible. Oui. Donc, ça crée forcément des frustrations. Et vous l'avez dans les conflits sociaux quand les décisions sont prises par l'ARS ou par le préfet, même s'ils sont à proximité. Mais je crois que le cœur du Guadeloupéen bat autrement et qu'il faut prendre en compte ces éléments, la psychologie,
et aussi notre histoire. Vous parlez de Rimet Razier, l'approche qu'on a, le poids de notre histoire. Et la décision, c'est la connaissance, ce n'est pas seulement dans les livres. C'est voir comment fonctionne une société, sa sociologie, sa psychologie, son comportement. Voilà, donc il ne faut pas avoir le complexe avec nos maires ou nos élus de dire qu'il n'y a pas à prendre responsabilité à eux. Ils travaillent dans un cadre juridique. Et chaque fois, je le dis, on veut faire un référendum où le sujet de l'autonomie, de plus de responsabilité. Nos élus ne vont pas jusqu'au bout, mais très souvent les électeurs n'ont pas. C'est vrai, c'est la méfiance, la défiance vis-à-vis de la classe politique. Mais nous, Guadeloupéens, on ne prend pas toujours nos responsabilités. Et après, il ne faudrait pas reprocher que les décisions se prennent à Paris. Bien. Écoutez, Colette, merci d'être venu nous dire tout ça. On suit Merci à vous. Les dossiers à venir, de les livrer peut-être, et puis le complexe de cinéma. Je n'ai pas parlé du supermarché. Voilà, quand les dossiers sont mûrs, je viendrai vous voir, mais avant, il faut les travailler. Voilà. Voilà, il est exactement 14h04, on a terminé. On va rappeler qu'on a reçu en début du journal Laurilla Rinson, la directrice du MAC, qui est revenue au pouvoir après pratiquement près de 8 mois de mise au placard. Et le MAC réouvre à partir de demain 19 avec un programme sur la langue créole. On a reçu aussi Jacques Bangou et Leslie Lopin qui ont parlé du SCOT, le schéma de cohérence territoriale pour Cap Excellence. Et c'est très important que les Guadeloupéens de cette région-là, les Bémarochiens, les Pointois et les Abimiens puissent participer aux ateliers et dire un peu comment ils voient leur territoire d'ici une vingtaine d'années. On vient de recevoir le maire de Goubert qui nous a parlé de la question de l'eau. Tout n'est pas encore réglé, malheureusement. Il y a encore de belles bouteilles de KPSHC qu'on va distribuer dans la commune pour les jours qui viennent. Avec le président de la mutualité française en Guadeloupe, on a fait le point sur le reste en charge. C'est une question encore sensible et qui n'est pas encore totalement réglée, particulièrement au niveau de l'optique, il l'a dit. Et si vous voulez revoir cette vidéo, eh bien, vous avez la possibilité d'aller sur le Facebook du ZCL ou le Canal 10 et vous verrez tout ce qui a été dit depuis le début de la journée. On a parlé de la mobilisation en début de journal. On a fait le point sur ce qui se passe en ce moment même au CHU. On a entendu Élie Demouta. Réaction de M. Patrick Vial-Collet sur les mobilisations. Et donc, avec ça, on a fait pratiquement le tour, sauf que nous avions quand même, avec notre chroniqueuse juridique, un petit tour sur les barrages, savoir un peu la loi là-dessus, puisqu'on a vu que le préfet de région, hier, a lancé une alerte à l'intention des manifestants, mais les manifestants, comme on dit, au Baratin de Marche, ils continuent. Nous sommes déjà au 4e jour. Voilà, 14h05, c'est Kevin qui était à la réalisation. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du ZCL en direct de Canal 10, de Radio Haute Tension et de CDCF. Voilà, bon appétit, comme je dis tous les jours à la même heure si vous n'avez pas encore déjeuné.